Bienvenue sur Super Microbiologiste, le podcast des microbiologistes qui font du contrôle qualité. Si vous êtes déjà senti seul face à des colonies un peu bizarres sur vos boîtes de pétri, ce podcast est fait pour vous. On y recevra des microbiologistes qui ont trouvé des solutions à toutes les petites questions qu'on peut se poser au labo. Maintenant, installez-vous à la paillasse, montez le son, surtout si vous avez un PSM un peu bruyant. Ça démarre. Allez, c'est parti. Tout d'abord, bonjour Abdelkader. Bonjour Pierre. Donc aujourd'hui, dans cette émission dans cet épisode du podcast, on va parler des essais interlabos, spécifiquement dans les laboratoires de microbiologie. C'est ce qui nous intéresse. Peut-être avant de parler de ces essais interlabos, est-ce que tu peux te présenter? Rapidement, donc je m'appelle Abdelkader Boubetra, je suis manager scientifique et technique au BPA depuis une dizaine d'années et j'ai un passé dans un laboratoire d'analyse en microbiologie. Je suis évaluateur COFROC aussi pour différents référentiels dans la 17025 et je préside le bureau technique de la validation des méthodes alternatives à AFNOR Certification. Ça Voilà va, 24 heures dans rapidement. une journée, c'est suffisant pour toi ou il en faudrait plus là? Non, 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 ça va, ça Ça va, va? ça va, ça va. C'est assez dense, mais voilà, on s'en sort. Ok. Bon, on va parler des essais interlabos puisque c'est avec le BPA que tu en fais notamment. D'ailleurs, on entend parler d'essais interlabos et puis donc c'est EIL, essais interlabos, et des fois on entend parler d'essais d'aptitude. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Un essai d'aptitude est un EUL. Ce qu'il faut savoir, c'est que les comparaisons interlaboratoires ou les essais interlaboratoires ont globalement trois objectifs, hein. Le premier objectif, c'est d'assigner une valeur à un matériau de référence, par exemple, hein. Ça, c'est un référentiel bien spécifique, c'est l'ISO 17034. Ou aussi voir la justesse ou la fidélité d'une méthode, hein, dans le cadre d'une validation de méthode. Dans ce cas-là, c'est plutôt l'ISO 5725 avec les différentes parties. Et pour la microbiologie, c'est l'ISO 16140-2. Donc, dans la partie étude interlaboratoire, donc la fidélité de la méthode est vérifiée en appliquant une comparaison interlaboratoire. On applique aussi les comparaisons interlaboratoires pour évaluer l'aptitude d'un laboratoire ou évaluer sa performance dans le cadre d'une méthode donnée par rapport à une matrice et une analyse de données. Ça s'adresse à qui ces essais d'aptitude? Uniquement aux laboratoires qui sont accrédités ou plus largement à tous les laboratoires qui font de la microbiologie? À tous les laboratoires qui font de la microbiologie. Euh, pour information, 60% des laboratoires qui participent aux essais du BPA ne sont pas accrédités. C'est-à-dire que c'est des laboratoires qui veulent se comparer par rapport à d'autres laboratoires. Globalement, c'est plus des laboratoires d'industriels ou des laboratoires de secteur ou de Et donc en fait, fédération. ouais, eux, ça leur permet de savoir s'ils travaillent bien et s'ils peuvent avoir confiance dans leurs résultats. Bien sûr, et ils se comparent par rapport aux autres. Il y a une valeur assignée qui est calculée, un Z-score. Ils vont vérifier leur performance. Est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise? Ok. Et ça s'adresse uniquement aux laboratoires qui font de l'agroalimentaire dans le cadre du BPA par exemple, ou Ah non, vous non, avez non, des non. Ça essais s'adresse interlabos à, pour d'autres? oui, ça s'adresse à plusieurs domaines, laboratoires dans plusieurs domaines, pardon. On a l'agroalimentaire, l'agronomie, hein, c'est-à-dire l'analyse des terres. On a les cosmétiques, les boissons et l'environnement aussi. Et même dernièrement, un peu de contrôle pharmaceutique. Et donc, alors concrètement, comment ça se passe? On s'inscrit à un essai d'aptitude. J'imagine qu'il y a une liste et qu'on doit sélectionner dans la liste si on veut, je sais pas, de détection de salmonelle ou une énumération. Et ensuite, comment ça se passe? On reçoit un échantillon, donc tous les labos reçoivent le même échantillon en même temps et puis on l'analyse. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Rapidement, donc on prépare des échantillons et on va les contrôler. Il y a deux contrôles qui sont mis en œuvre. C'est la homogénéité des échantillons pour être sûr que tous les laboratoires reçoivent le même échantillon et la stabilité. Ensuite, les échantillons sont envoyés au laboratoire, ils sont analysés. Les analyses, les délais d'analyse sont plutôt entre 2 et 3 semaines. Une fois les analyses réalisées, les laboratoires rentrent leurs données
via un portail web et ensuite les données sont traitées statistiquement et on en parlera tout à l'heure sur les données qualitatives et quantitatives. Sinon, par rapport à ta première question, les laboratoires donc ont un choix, hein, et ils vont sur un programme, ils choisissent la matrice et le micro-organisme qu'ils veulent tester et c'est des choix globalement sur une campagne complète, hein. C'est-à-dire que ça va de juillet à juin de l'année N+1 et là, le IPA propose tout un programme en fonction, des matrices et en fonction des germes cibles. D'accord, donc en fait, ça va me fonctionner un peu comme un abonnement où régulièrement dans l'année, on va recevoir des échantillons qu'on va traiter comme n'importe quel autre échantillon, et on va simplement reporter les résultats sur un portail web, pour pouvoir se comparer aux autres. C'est ça en fait, c'est ouais, c'est Oui, ce juste que ça. tu viens de dire et ça est très important, c'est-à-dire que le laboratoire, heu, traite l'échantillon comme un échantillon de routine. Hein, donc il ne faut D'accord. pas que cet échantillon soit traité d'une manière spécifique ou particulière. Il faut vraiment qu'il soit traité dans le workflow analytique du laboratoire. Et ça, c'est un élément important qu'on rappelle dans tous les formulaires de réponse. OK. Donc c'est un acte volontaire de la part du laboratoire de s'inscrire. C'est Bien sûr, juste que c'est un acte volontaire. Les laboratoires accrédités bah, ont pour obligation de participer à des essais interlaboratoires quand ils existent, et ceux qui ne sont pas accrédités, donc, s'inscrivent volontairement pour participer à ces essais. OK, et c'est que ça représente combien de d'analyses en plus, par an? Enfin, je veux dire, ça dépend du nombre de programmes auxquels tu t'inscris, mais, grosso modo, un programme, c'est combien d'analyses? Ah bah, ça dépend, il y a des programmes où on a pour un seul échantillon, on peut avoir, 9 paramètres qui sont analysés. Par exemple, en microbiologie, sur un seul échantillon, on peut analyser, dénombrer, la flore totale, les bacillus, les staph, Pseudomonas, Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens. On a d'autres, programmes où c'est spécifique. Par exemple, dans les jus de fruits, on fait, le dénombrement des levures et des moisissures, par exemple. Alors donc là, tu parlais de matrices, de jus de fruits et cetera. Vous vous contaminez artificiellement vraiment des matrices ou c'est des liquides inertes ou c'est des poudres? C'est la spécificité vraiment du BPA depuis quelques années, c'est qu'on utilise, des matrices réelles. On essaie de s'approcher de plus et ça c'est décrit dans l'ISO 17043, hein, qui est le référentiel qui régit l'accréditation des organisateurs d'essais d'aptitude, où, dans les recommandations, c'est d'être au plus proche de la réalité analytique d'un laboratoire. C'est pour cela que c'est des matrices plutôt, réelles qui sont utilisées que des matrices lyophilisées ou autres. Ouais, il y a un vrai challenge technique en fait à préparer des matrices réelles parce qu'il faut les stériliser tout en gardant, les spécificités de la matrice réelle. Donc ça doit pas être évident à préparer et puis il faut qu'elle soit stable. À chaque mise en œuvre d'un essai interlaboratoire pour une matrice donnée, un micro-organisme donné, il y a toute une étude de validation qui est faite en amont, hein. Hein, c'est-à-dire qu'on va regarder, quelle est la faisabilité du test, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que, le micro-organisme reste stable, aux concentrations qui ont été définies en amont. OK. Donc ça me permet moi de boucler sur une autre question que j'avais au début. Il existe 2 types d'analyses, des analyses, qualitatives où, vous allez envoyer un échantillon et on va regarder s'il y a par exemple de la salmo ou s'il y en a pas. Mais il y a aussi les analyses, quantitatives, Bacillus par exemple, où il va falloir quantifier, donner un nombre de Bacillus cereus dans un échantillon. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ces 2 types d'analyses et surtout sur le comment alors pour le qualitatif, on sait quel type de résultat, il y en a pas. Pour le quantitatif, c'est peut-être un peu plus complexe, non? Oui, ça peut enfin, c'est pas plus complexe. Dans le cadre du quantitatif, c'est une moyenne robuste qu'on calcule sur l'ensemble, des valeurs qui ont été obtenues par, les participants. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça se complexifie. Donc c'est un algorithme A, hein, qui est décrit dans une norme, l'ISO 13528, qui va prendre l'ensemble des résultats. Il va calculer une moyenne robuste sur tous ces résultats et à partir de là, on va comparer ce résultat global au résultat de chaque laboratoire et on va calculer ce qu'on appelle un score, le Z-score, qui est
globalement la valeur moyenne moins la valeur du laboratoire divisée par l'écart type de l'aptitude. Et ce Z-score doit varier entre 0 et 2 en valeur absolue pour que les résultats soient bons. Entre 2 et 3, les résultats sont plutôt questionnables, hein, on doit se poser la question. Et au-delà de 3, c'est des résultats non conformes. Donc ça, c'est pour la partie quantitative qui est plutôt simple, hein. On envoie un échantillon, on demande un dénombrement, on fait une moyenne. Bien sûr, c'est pas une moyenne classique, c'est une moyenne robuste. Et à partir de là, on calcule un scoring pour dire au laboratoire, voilà où vous vous trouvez par rapport à une population globale. Pour les données qualitatives, le design est différent. On ne va pas envoyer un seul échantillon, on va envoyer 3 échantillons et on va les contaminer de manière aléatoire. C'est-à-dire, peut-être que ça sera 2 échantillons positifs et un échantillon négatif, ou un échantillon positif et des échantillons négatifs. À partir de là, donc, les échantillons seront envoyés dans les mêmes conditions, en même temps, et les laboratoires vont analyser avec, bien sûr, une réponse binaire détectée, non détectée. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la sensibilité, la spécificité et l'exactitude du laboratoire. La spécificité, c'est quoi? La spécificité, c'est la probabilité qu'un laboratoire ne trouve rien quand on ne dope pas l'échantillon. La sélectivité, c'est quoi? C'est la probabilité qu'un laboratoire trouve quelque chose quand on dope avec un micro-organisme cible. Et l'exactitude, c'est la combinaison des deux. Donc, quand on a 100% d'exactitude, c'est qu'on a bien trouvé l'échantillon négatif et qu'on a trouvé bien l'échantillon positif. Ok. Voilà Et ça font. globalement la différence fondamentale entre le quali et le quanti, D'accord. Et donc eux, ils s'inscrivent dans un programme où il y a l'un, où il y a l'autre. bien sûr. Voilà. Ok. Euh, Si quand on reçoit les résultats, le laboratoire, on se rend compte qu'on n'est pas bon. Donc si on n'est pas un laboratoire accrédité, on en parlera après. Mais si on est un laboratoire accrédité, est-ce que ça remet en cause l'accréditation ou pas? Ça dépend. Ça dépend. Si c'est une méthode qui est déjà validée, la problématique c'est du laboratoire, c'est de voir est-ce que ces mauvais résultats sont ponctuels ou on les retrouve dans le temps. C'est ça la problématique que doit vérifier le laboratoire. Si c'est un problème ponctuel, le laboratoire doit mettre en place ce qu'on appelle communément une fiche de travaux non conformes, c'est-à-dire qu'il ouvre une non-conformité, il va mettre en place la méthode des 5M, hein, pour regarder où est le problème. Et une fois retrouvé le problème, il doit mettre en place des actions correctives et des actions curatives. Donc, un évaluateur, quand il va évaluer un laboratoire donné, c'est ce qu'il va voir, c'est-à-dire pour un résultat négatif ou non conforme euh, pour un essai interlaboratoire d'aptitude, l'évaluateur va voir ce qui a été mis en place. Quand il s'agit d'une évaluation initiale, la participation à un essai interlaboratoire et les résultats obtenus doivent être vraiment vérifiés lors de l'audit, sinon il n'y a pas d'accréditation qui est prononcée pour l'extension demandée. Ok, d'accord. Donc c'est crucial de bien réussir ces essais interlaboratoires. Et justement, alors, est-ce qu'il y a des laboratoires qui peuvent tricher? C'est-à-dire, avant d'envoyer le résultat, appeler un autre copain laboratoire pour savoir s'ils ont trouvé la même chose ou pas. Il y a des réseaux de laboratoires qui existent. Là, J'incite ouais, pas à le non, faire, non, hein, non, bien mais sûr, là, tu touches un point sensible, hein, et à la notion de collusion, hein, c'est-à-dire est-ce que les laboratoires s'appellent entre eux. Donc, les organisateurs d'essais d'aptitude mettent en place des garde-fous. Le premier garde-fou, c'est que les gens ne se connaissent pas entre eux. C'est des numéros. Chaque laboratoire a son numéro qu'il garde pour la campagne uniquement. C'est-à-dire chaque campagne, on lui change de numéro. Donc, les laboratoires ne se connaissent pas spécifiquement, mais même s'ils se connaissent, on peut quand même, avant de mettre en place des traitements statistiques, regarder les résultats dans leur globalité. Si on trouve qu'ils sont très uniformes, eh ben, on se posera la question de problématiques de collusion.
Mais sincèrement, c'est pas un problème, qu'on rencontre dans nos essais parce que les laboratoires, savent pourquoi ils participent, savent quel est l'intérêt des essais interlaboratoires. Si c'est pour tricher, voilà, il y a aucun intérêt de participer. Ceci dit, heu, dans des cas cruciaux, c'est-à-dire dans des cas où on fait des essais pour, des agréments et cetera, on peut mettre en place, ce qu'on appelle des leurres. C'est-à-dire que les laboratoires participent les laboratoires participants, ne reçoivent pas tous les mêmes échantillons. Voilà, et dans ce cas-là, on peut, s'il y a, un problème de collusion, on peut le détecter. Mais c'est rare, on applique ces essais-là, heu, sur, 1000 essais qu'on met en place, par an, c'est 5 essais qui sont concernés, hein, donc c'est pas énorme. Avant de conclure, quelqu'un qui a jamais fait d'essai interlabo, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller en particulier avant d'en mettre en place? Dans un premier temps, je pense que les laboratoires, c'est ce qui arrive, hein, que quand ils n'ont jamais participé à un essai interlaboratoire, ils s'inscrivent à l'essai, reçoivent l'échantillon, ils font l'analyse, mais ils ne rendent pas de résultat. Voilà, ils ne rendent pas le résultat. Comme ils se sont inscrits, ils sont destinataires du rapport. À partir de là, il peut prendre toutes les données, calculer son Z-score, regarder s'il a trouvé le bon résultat ou non quand il s'agit de données qualitatives. C'est un phénomène qu'on voit, hein, c'est-à-dire sur des circuits, pendant 2-3 essais, on a 20-30 laboratoires qui participent qui rendent les résultats alors qu'ils sont plutôt une cinquantaine de participants. Et avec le temps, et ben, ces 20 résultats, 20 ou 30 résultats en termes de réponse, et ben, deviennent plutôt 40 ou 45. Donc les laboratoires, avec le temps, inscrivent leurs résultats sur le portail et ensuite ils se comparent réellement. Mais c'est important, les essais d'aptitude est un élément important dans le cadre de la validité des résultats d'une analyse, hein. Ça, l'ISO 17025 est très clair, hein. Il y a deux moyens qui doivent être mis en place, des contrôles internes, hein, qu'on doit mettre d'une manière régulière dans un laboratoire, et aussi un contrôle externe via des essais d'aptitude quand ils existent. Alors c'est la pudeur du microbiologiste ça qui fait les analyses, mais qui attend de voir s'il a bon avant de les Ouais. partager. Est-ce qu'il existe des essais d'aptitude sur tous les micro-organismes et sur presque toutes les matrices ou pas? Sur tous les germes qui sont globalement dans les portées d'accréditation, il y a des essais interlaboratoires. Donc ça, c'est clair. Après, il y a des spécificités. Par exemple, là, on a mis en place un essai interlaboratoire spécifiquement pour l'analyse des surfaces, où on envoie des plaques d'inox de 4 cm² qu'on envoie au laboratoire, et ils vont faire des écouvillonnages, ils vont faire appliquer des boîtes de contact et rendre les résultats. Donc voilà, ça fait 4-5 ans qu'on a mis en place cet essai-là. Mais globalement, par rapport à ta question, bah, tout- toutes les matrices, non, ça, bah, c'est impossible, hein, d'avoir toutes les matrices qui sont analysées dans un laboratoire. On essaye de varier les matrices. Ça peut être du saumon fumé, ça peut être de la viande hachée, du jus de fruits, comme je le disais tout à l'heure, mais ça peut être aussi du vin qui est utilisé dans le cadre du vin. Tu parlais tout à l'heure de la variété de micro-organismes. Ah ben, dans le vin, on va trouver plutôt des Brettanomyces, des Saccharomyces, des bactéries lactiques, hein. Hein, au fait, c'est à chaque fois, dans chaque domaine, c'est des germes d'intérêt, hein, Et puis ça va qui dépendre de l'actualité. Enfin là, tu parles des contrôles environnementaux, on sait que c'est quelque chose qui est en train on en voit de plus en plus dans les laboratoires. Donc on parle pas de matrice produit, mais vraiment de contrôles environnementaux. J'imagine que vous avez lancé un test, alors c'est un peu plus de la chimie, mais sur les toxines de Bacillus cereus ces derniers temps. Oui, Euh, oui, un essai qui va être lancé d'ailleurs les échantillons vont partir fin avril sur cette toxine-là. Oui, on est tenu quand même
de suivre l'actualité, c'est une problématique de santé publique quand même. Et ce type d'événement nous engage à mettre en place des essais d'aptitude, qui est un besoin important pour les laboratoires pour valider leurs résultats. Ok. Et donc si on veut faire un essai d'aptitude, un essai interlaboratoire, il y a plusieurs organismes qui en proposent. Toi, tu travailles avec pour le BIPA. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que vous faites? Le BIPA, c'est une association loi 1901, hein, elle a été créée en 1970, hein, donc tu vois, ça fait plus de 50 ans déjà, par la filière céréalière, le CNRS et l'INRA. C'est pour cela que les premiers circuits qui ont été créés au BIPA avaient trait à la céréale en général, hein. Ça peut être du blé, du maïs, etc. Et ensuite, les domaines tels que l'agriculture, l'agroalimentaire, les boissons sont arrivés au fur et à mesure pour agrandir cette offre-là qui est maintenant de plus de 220 circuits, hein. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être les cosmétiques, ça peut être aussi les boissons, la virologie, hein. On a un essai interlaboratoire pour les norovirus et l'hépatite A. Et ça peut être aussi des protéines dans le lait ou des allergènes dans le vin, par exemple. Donc le BIPA a globalement 37 collaborateurs qui sont basés ici à Paris et qui envoient des échantillons dans 120 pays à peu près dans le monde. Ouais. Avec 4000 laboratoires participants dans le monde. Oui, en tout. Ah oui, ok. Donc c'est assez important. Bon, bah écoute, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter dont on n'aurait pas discuté sur les essais interlabos avant de se séparer. Non, mais c'était juste, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, vraiment, traiter l'échantillon comme un échantillon de routine, ça, c'est un élément important, hein. Ça ne sert à rien de refaire les analyses, 5 fois, de traiter cet échantillon d'une manière exceptionnelle ou particulière. Il faut l'utiliser comme d'habitude. Comme ça, s'il y a des non-conformités, on va les voir. Parce que si on met en place un workflow spécial pour les échantillons des EIL, eh ben, on a un risque, c'est pas de voir les erreurs qu'on met en place ou qui sont faites lors des analyses de routine. Voilà. Bon, bah, c'est un super conseil. Après, je pense qu'une fois quand tu es dans le labo et que tu reçois cet échantillon-là, tu as juste une peur, c'est de donner un mauvais Oui, résultat. Donc, tu dois certainement avoir tendance à mettre toutes les chances de ton côté pour que ça fonctionne. Et effectivement, c'est pas l'objectif, quoi. L'objectif, il est vraiment de voir si dans la routine, son labo fonctionne correctement et donne des résultats sur lesquels on peut avoir confiance. C'est surtout ça. c'est clairement ça. Ouais. Ok. Bon, bah, Abdelkader, merci beaucoup d'avoir partagé cette demi-heure avec moi et de nous avoir expliqué un peu mieux ce qu'étaient les essais interlabos et puis les essais d'aptitude. Merci Pierre pour ton invitation et merci pour ces quelques minutes de discussion qui sont intéressantes pour les laboratoires en général. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aussi vous avez une expérience à partager, n'hésitez pas à me contacter. J'accepte toutes les histoires, à partir du moment quand même où ça se passe dans un labo de microbiologie. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site internet ou sur le compte LinkedIn de Super Microbiologiste. On a également une newsletter qui est envoyée tous les jeudis et dans laquelle vous retrouverez les dernières infos de la microbiologie. Je vous dis donc au prochain épisode et surtout vive la microbiologie et vive les super microbiologistes.